Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Après une tournée de novembre réussie, le 15 de France termine son année invaincu sur une série historique de 13 victoires remportées d'affilée. Depuis un an, les Bleus sont venus à bout de tous les adversaires qui se sont présentés à eux. Cependant, bien qu'exceptionnelle pour l'équipe de France, cette série reste à relativiser. Entre 2016 et 2017, les Anglais et les Néo-Zélandais avaient eux aussi réussi à réaliser des séries historiques de victoires consécutives, une quinzaine pour les Anglais et 18 pour les Néo-Zélandais, et les deux équipes avaient été stoppées coup sur coup dans leur ascension par l'Irlande. Mais l'Irlande, on va y revenir plus tard. Donc la série de victoires c'est bien, on n'a jamais vécu ça, c'est hyper satisfaisant, mais ce qui moi me plaît le plus en fait, c'est pas tant ce record en soi, c'est le fait qu'on a été capable de battre tout le monde. On a une équipe véritablement tout terrain. Après un début poussif face à l'Australie, le 15 de France a su se remobiliser pour répondre présent dans son duel musclé face aux Springboks, une rencontre au sommet face à la seule équipe qu'on n'avait pas encore affrontée depuis 4 ans et qui était venue à Marseille avec des intentions, d'abord vexée de sa défaite en Irlande et aussi bien décidée à prouver sa supériorité de championne du monde à ces Bleus que tout le monde admire tant et que tout le monde voit comme les grands favoris pour 2023. Le tout avant de maîtriser la partie face au Japon dans un match que beaucoup ont trouvé frustrant de par le manque d'ambition offensive face à cette équipe plus faible, mais qui témoigne quand même de la force des Bleus qui n'ont jamais vraiment été inquiétés lors de cette rencontre. Mais ça, si t'as vu mes précédents débriefs sur les matchs de la tournée, tu le sais parce que j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser que cette vidéo est sponsorisée par vous. Oui, par tous les abonnés qui financent la chaîne par leurs dons. C'est en partie grâce à vous que j'ai récemment pu investir dans une nouvelle caméra, donc avec laquelle je tourne là, mais qui va surtout me servir à faire des formats plus libres, plus en extérieur, qui vont nécessiter un matériel plus adaptable, comme celui que j'ai fait par exemple pour le micro-trottoir sur les Français connaissent-ils le rugby. Pour l'instant, seulement 0,1% des abonnés sont donateurs, alors si tu aimes ce que je fais, que tu veux me prêter main forte, tu peux aller m'aider en allant sur Utip ou en cliquant sur le bouton rejoindre en dessous de la vidéo pour faire des dons mensuels, et en plus là tu auras droit à voir certaines vidéos en avant-première, mais si tu veux donner de manière plus occasionnelle, tu peux le faire tout simplement en cliquant sur le bouton merci, où tu pourras me faire un petit tip directement sur YouTube. Donc merci à toutes les personnes qui me soutiennent déjà et à celles qui vont me soutenir à l'avenir, vous déchirez. Donc je disais, que retenir de cette tournée, et je vais d'abord parler un petit peu compo. Donc tout d'abord, on a vu qu'on avait quand même une ossature solide, bon on sait mais ça se dessine de plus en plus, et on peut aisément dire que les absents ont pris pas mal de retard. Je pense notamment à François Cros qui va devoir cravacher pour accrocher une place dans le groupe suite au retour gagnant de Charles Olivon, qui en plus a retrouvé le brassard de capitaine durant le match de l'Afrique du Sud mais surtout face au Japon. Je pense aussi à Jaminet qui à mon avis s'est fait éclipser par les bonnes copies de Thomas Ramos. Personnellement je l'ai trouvé aussi précis au pied que Jaminet, tout en apportant plus de garanties du côté offensif. Je l'ai trouvé plus entreprenant, plus en réussite, plus dangereux ballon en main, et je dois avouer qu'il m'a quand même plus convaincu que l'ex-catalan. Et même Gabin Villière, qui pour moi était indéboulonnable, c'est l'un des joueurs que je préfère au sein du 15 de France, je pense qu'il va avoir du mal à réintégrer le groupe. Déjà il vient de se faire une fracture du tibia péroné, donc ça va être compliqué pour démarrer le tournoi, sachant qu'il sort tout juste d'une convalescence suite à une opération à la cheville, donc ça fait quand même beaucoup de petits pépins qu'il enchaîne, Gabin Villière là. Et donc je disais, je pense qu'il va avoir du mal à devancer la concurrence, tant le talent de Penaud d'une part et la polyvalence de Moefana d'autre part ont apporté des garanties aux sélectionneurs et à l'encadrement des Bleus. Hors blessure et hors suspension de Dupont, on a vu à travers les compos que Galtier voulait garder un 15 titulaire type. Donc c'est un peu moins vrai pour le banc où il y a eu plus de changements, notamment je pense au début de Wardy et de Chaluro face à l'Afrique du Sud. Et là on sent que l'heure n'est plus forcément aux expérimentations. L'an dernier on avait vu encore en tournée Jalibert en 10 et Ntamak en 12 pour faire un 5-8ème. Là je pense que ça va plus trop être le cas, on entre dans le money time pour la Coupe du Monde et je pense que Galtier il veut avoir un noyau dur qui soit totalement solidaire et qu'il puisse former en groupe pour les grandes échéances. Même si le groupe élargi est rempli de joueurs de talent qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir saisir leur chance en bleu ou pouvoir la ressaisir pour certains, et on sent quand même que le staff semble vouloir garder un 15 titulaire qu'il va emmener jusqu'à la Coupe du Monde, et sauf blessure, sauf aléa de jeu, en fait ça sera plus ou moins les mêmes joueurs qui resteront pour les matchs. Après je peux me tromper, on a encore un tournoi, on va aussi avoir les matchs amicaux qui vont être l'occasion de tester les joueurs, donc on verra si l'année 2023 me donne raison ou non. Mais maintenant, intéressons-nous au jeu.
Dans cette partie, j'aimerais revenir un petit peu sur les secteurs de jeu qui m'ont marqué, que ce soit en bien ou en mal. Donc le premier secteur de jeu sur lequel j'aimerais revenir, c'est les sorties de camp. J'en ai beaucoup parlé lors de mon débrief de France-Australie, et aussi face à l'Afrique du Sud en fait, si je me souviens bien. Parce que le 15 de France a d'abord eu beaucoup de déchets dans ce secteur lors du match face aux Wallabies, avec je crois 4 ou 5 réceptions qui sont vraiment soit totalement manquées, soit qui ne permettent pas vraiment de se dégager correctement. Ce qui a donc permis aux Australiens de venir nous maintenir sous pression et de capitaliser ensuite sur nos erreurs dans notre camp. J'avais donc assez peur de cet aspect-là du jeu avant le match face aux Box, mais les Bleus ont su corriger leurs erreurs pour éviter de se foutre le feu tout seul. On se souvient de ces rucks où les joueurs ils exagèrent leur protection de balle, ils sont quasiment allongés pour permettre à Dupont de dégager sans subir la pression d'Etzebeth et des autres molosses sud-africains. Ensuite, il y a d'autres secteurs que je voudrais aborder et qui ont plutôt donné satisfaction. Le premier, c'est la touche. Même si nos mauls ont été contrés ensuite face à l'Australie, l'alignement tricolore en lui-même, le fait de sauter, de récupérer les lancers, a été vraiment impérial. On a eu très peu de pertes sur nos propres lancers, mais aussi, on s'est permis de venir contrarier ceux des adversaires, notamment grâce à un Charles Olivon qui s'est mué en véritable tour de contrôle. Sa lecture et sa réactivité sont vraiment d'un très haut niveau, et ça nous a permis d'éviter de subir les lancements de jeu adverses. Je pense notamment à cette touche sud-africaine dans nos 22 en début de match. Je pense que le ballon là qu'on récupère, il est crucial. Et l'autre secteur que j'ai plutôt apprécié, c'est la défense. Sur la tournée, on reste dans la moyenne haute des standards internationaux, avec plus de 87% de réussite au plaquage sur l'ensemble des 3 matchs. On peut aussi se féliciter de notre capacité à gratter des ballons. Ça a été plus compliqué forcément face à l'Afrique du Sud, mais face au Japon, on s'est plutôt régalé. Vraiment, le jeu au sol, ça devient un des domaine fort du 15 de France, c'était un des axes que Sean Edwards avait commencé à développer dès son entrée en fonction, et là ça se confirme sur cette tournée avec notamment Aldrit, Marchand et Olivon qui sont les meilleurs dans ce domaine. Et puis aussi Danty, j'ai oublié Danty, donc Danty, Marchand, Olivon et Aldrit. Par contre, puisqu'on parle de la défense, on a concédé que 2 essais par match, ce qui est plutôt correct on va dire à ce niveau-là, surtout face aux équipes qu'on a affrontées, mais il y a quand même quelques passages que j'ai trouvé embêtants. D'abord face à l'Australie où je trouve que l'on a pêché lors des phases de transition, c'est-à-dire lors des moments où en fait l'attaque doit se transformer rapidement en défense et reformer la ligne, notamment suite à une perte de balle. J'en avais parlé, mais en gros, pour résumer, les Bleus ont parfois fait preuve de laxisme en tardant à se replacer pour reformer la ligne, ce qui ouvre la porte notamment à cet essai en contre de la part des Australiens et de Foketti. Et contre le Japon aussi, il y a eu des errements défensifs assez étonnant autour des regroupements. C'est notamment de là que vient le premier essai nippon, les joueurs ne faisant pas forcément l'effort de venir assurer les leaders auprès des rucks. Donc je rappelle, les leaders c'est les 2 joueurs qui se mettent le plus proche possible du ruck pour en gros gérer la sortie du ballon. Ça m'a étonné de voir ce genre d'erreur, c'est pas commun parce que c'est un petit peu la base de la défense de mettre des leaders auprès des rucks. Après, je pense que c'est peut-être le volume de jeu déployé par les Japonais qui est quand même très important. En tout cas, c'est plus rapide, ça fuse plus que les Sud-Africains, voire même plus que les Australiens, ce qui a sûrement permis à l'attaque de prendre le pas sur la défense en déplaçant les défenseurs pour créer ces espaces aura. Enfin, ce que je regrette et qu'on est beaucoup, je crois, à regretter, c'est le manque d'ambition offensive. C'est vrai que c'est pas forcément la tournée, on a pris le plus notre pied en regardant les Bleus. Il y a eu moins d'envolées que lors du tournoi et lors de la tournée de novembre 2021 par exemple. Après, il faut aussi dire que l'agressivité des Australiens et surtout des Sud-Africains ne nous ont pas forcément permis de jouer libérés, mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on attend souvent d'être mené pour commencer à tenter des choses. C'est lorsqu'on était mené en fin de match qu'on a décidé d'accélérer pour envoyer Penaud ou Makalu sur orbite face à l'Afrique du Sud et face à l'Australie. Et le reste du temps, le plan de jeu se résume à une gestion en se découvrant le moins possible, en rendant le ballon à l'adversaire pour ensuite se nourrir de ses potentielles erreurs, ce qui, on peut le comprendre, dérange une partie des supporters qui aimeraient bien avoir davantage d'envolée, davantage de volume de jeu, davantage peut-être de French flair, compte tenu du talent qu'on a dans cette équipe. Mais bon, au final, c'est la victoire qui donne raison à cette stratégie, et pour ma part, sachant que j'ai majoritairement grandi avec un 15 de France qui gagne contre personne à part l'Écosse, à part l'Italie et à part les Samoa, je dois dire que je suis quand même plutôt satisfait. Je préfère voir un 15 de France moins flamboyant, qui joue la dépossession, mais qui est capable de gagner ses matchs, plutôt que le contraire. Demandez aux Écossais ce qu'ils en pensent, je suis pas sûr qu'ils soient satisfaits de leur tournée, même s'ils ont fait des gros matchs, notamment face à la Nouvelle-Zélande, où ils ont espéré jusqu'au bout. Au final, ouais, ils jouent bien, mais ils perdent. Et bien que décevant pour les amateurs de French Flair, le jeu de dépossession fournit un avantage tactique certain, d'abord en libérant l'équipe de la pression, pour la reporter ensuite sur l'adversaire, mais aussi en économisant les joueurs qui se consomment moins en jouant au pied qu'en remontant tout le terrain à la main, ce qui permet ensuite de pouvoir jouer les turnovers, de pouvoir jouer les récupérations de balles à 200% pour saisir les opportunités et clouer l'adversaire. En tout cas, ces nouveaux matchs victorieux et leur configuration, c'est un sérieux message qu'on envoie à tous nos adversaires, et là je vais reprendre les propos d'Emeric du bureau ovale que je salue, et je suis tout à fait d'accord avec lui, mais en gros il dit que
même si l'équipe de France joue pas terrible comme c'est le cas face à l'Australie, et que c'est dur, qu'elle subit aussi comme c'était le cas face à l'Afrique du Sud, même si elle plie, même si elle semble souffrir, si à 10 minutes de la fin tu nous as pas mis à 10 points ou à 15 points d'écart, et ben tu sais que tu vas perdre le match. Et ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas encore avec le 15 de France. Avant, sous l'ère Brunel, voire Saint-André, on avait beau mener à la 55e, 60e, les adversaires savaient qu'après on allait craquer et qu'ils allaient pouvoir reprendre les points et inverser la pression. Là maintenant, c'est l'inverse. On sait que même si on est dominé, à 10 minutes de la fin, tout peut changer. Et donc on est désormais bien amarré au podium mondial avec une deuxième place derrière l'Irlande qui, même si elle a perdu 2 fois cette année, a quand même réussi à battre la Nouvelle-Zélande 2 fois chez elle, ce qui mécaniquement augmente son score par rapport à nous qui sommes allés jouer au Japon, donc une équipe beaucoup moins cotée que la Nouvelle-Zélande. Donc c'est hyper encourageant, faut plus qu'on descende de ces places-là, faut même qu'on monte pour qu'on montre à tout le monde que maintenant c'est nous les patrons. D'ailleurs l'Irlande, puisqu'on en parle, c'est la seule équipe qui vraiment m'inquiète en ce moment. Après, peut-être l'Angleterre qui chez elle montre quand même que elle a fait une tournée dégueulasse, mais face aux All Blacks, où elle remonte 3 essais en 10 minutes, ça montre quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer avec ces nouveaux joueurs qui arrivent en Angleterre, et qu'il ne faudra pas non plus les prendre à la légère. Et donc je disais, je pense que les Irlandais sont l'équipe avec la nôtre qui est la plus complète. Ils savent jouer dur, ils ont un pack rugueux comme les Sud-Africains, mais qui je trouve se déplacent encore mieux. Ils savent jouer au pied comme les Australiens, en plus maintenant ils jouent beaucoup plus au ballon, autant que les Écossais. Ils ont un triangle derrière redoutable, un centre de terrain qui est très dur. Je trouve qu'il y a une véritable force collective qui émane de ce groupe. D'ailleurs, le fait que Van der Flier soit élu meilleur joueur du monde, c'est pas dû à rien. Et donc je pense à nouveau que ce sera un sérieux adversaire cet hiver pour le tournoi. Parce que cette année, certes, on a gagné le Grand Chelem, mais on l'a gagné dans sa configuration la plus facile entre guillemets, parce qu'on a davantage reçu qu'on a eu de déplacements, et là ça va être plus compliqué je pense d'aller se déplacer à Twickenham où on n'a pas gagné depuis 2005 dans le tournoi, et je pense que là il y a encore une date historique à aller chercher, encore un moment phare à cocher pour l'équipe de Galtier, c'est de gagner à Twickenham. On a gagné partout en Europe pour l'instant sauf à Twickenham, et puis aussi il va falloir se déplacer à Dublin. Alors certes on y avait gagné en 2021, mais c'était le Covid, déjà il n'y avait pas de public, et puis l'équipe était pas la même que maintenant, et puis attention peut-être aussi à l'Italie qui chez elle montre quand même qu'elle peut faire des exploits. Elle a battu l'Australie, elle a aussi regardé les box sérieusement dans les yeux pendant une mi-temps avant certes de s'écrouler, mais la première mi-temps c'était quand même pas décidé, mais tout ça on aura davantage l'occasion d'en parler lors des vidéos de préparation pour le tournoi. Avant de conclure, on va passer par les joueurs qui ont brillé sur cette tournée. J'en vois 3 principaux. D'abord, on a Olivon, qu'on attendait un petit peu au tournant après son retour à la compétition un petit peu poussif après sa blessure. Il avait un petit peu de mal à retrouver son niveau à Toulon, sa tournée au Japon, elle n'était pas transcendante, ce qui est normal après une blessure, après une rechute encore à l'épaule et au genou. Et là, ce qu'on peut dire sur cette tournée, c'est que le niveau international et la concurrence au poste de 3ème ligne l'a littéralement transcendé. Il a fait une tournée de patron, dans l'engagement il est irréprochable, et vraiment bonne chance au staff parce qu'il va y avoir de sérieuses migraines lorsqu'il va falloir réintégrer Kroos dans le groupe et devoir du coup créer une feuille de match. Macalou évidemment aussi est à noter. D'abord frustré de ne pas être rentré en jeu contre l'Australie, il a sorti le match parfait contre les Box en tant qu'hybride 3ème ligne ailier. Il a épaté tout le monde par sa capacité d'adaptation, mais aussi par sa capacité à rivaliser physiquement avec les Sudaf, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Comme je le disais, avant cette tournée, je doutais un petit peu de la véracité des propos de Galtier lorsqu'il disait que c'était un joueur vraiment complet, hybride, capable de jouer aussi bien 3ème ligne qu'ailier, parce que c'est quand même 2 postes qui sont radicalement opposés. Le poste d'ailier c'est quand même très spécifique, on défend pas pareil, on ne monte pas pareil, on n'attaque pas pareil, et là je dois m'incliner, je suis battu, il a coché toutes les cases, il m'a convaincu, donc Macalou, super joueur. Enfin le dernier c'est Jalibert qui a illuminé les fins de match à chacune de ses rentrées en jeu. Son match face au Japon est tout bonnement une masterclass, mais c'est surtout sa passe décisive pour Penaud et pour l'essai de la gagne face à l'Australie que j'ai envie de retenir lors de cette tournée. Alors certes il a relancé le débat Ntamak-Jalibert, mais je suis pas sûr qu'en fait il y ait vraiment de questions en fait dans le fond par rapport à ces 2 joueurs là. Je dis ça parce que lors du tournoi 2021, si on se rappelle bien, c'était Jalibert qui était titulaire et Ntamak qui était remplaçant, et c'était un petit peu la même situation mais inversée, c'est-à-dire que le Bordelais était correct sur ses matchs, il faisait ses matchs mais on le voyait pas forcément beaucoup, il était un petit peu emprunté, et par contre Ntamak dès qu'il rentrait c'était game changer, il y avait du rythme, de la vitesse, on attaquait plus la ligne, etc. Et donc je pense que c'est dû aux consignes de jeu et aussi au fait que l'apport du banc donne beaucoup de dynamisme à cette équipe de France. On a quand même l'un des bancs les plus profonds, les plus denses au monde je pense, et donc quand ces finisseurs rentrent à l'heure de jeu, ils apportent forcément beaucoup plus de dynamisme et parviennent à trouver des brèches, à trouver des failles dans les défenses qui sont peut-être un petit peu diminuées après
1 heure de jeu. Et donc pour moi il n'y a pas de débat parce que l'essentiel dans le fond c'est d'avoir ces 2 joueurs sur la compo quoi qu'il en coûte. Après pour les autres joueurs qui ont fait une grosse tournée, il y a forcément les joueurs comme Marchand, Aldrit, Woki aussi qui est monté en puissance au cours de ces 3 matchs. Mais moi je suis content d'avoir pu voir Lucu, notamment dans des contextes pas faciles, lorsqu'il rentre face au box à la place de Dupont, qu'on est à 14. Et en fait ce carton rouge là pour Dupont, sur le moment c'est sûr ça fait pas plaisir, mais dans les faits il est presque bénéfique pour l'équipe, parce que là ça nous met dans une situation où ok on perd notre capitaine, on perd notre meilleur joueur du monde, meilleur joueur de l'équipe, etc. Et il faut faire avec. Et je pense que dans une configuration d'entraînement pour la Coupe du Monde, où il va y avoir des choses qui vont arriver, forcément, des blessures, des suspensions, il faut qu'on puisse jouer comme ça, avec des joueurs qui sont indisponibles au cours de la partie, et c'est un formidable entraînement pour cette échéance-là. Et puis enfin, il y a Penaud, c'est évident, il a été élu meilleur joueur de la tournée. Je prie pour qu'il ne se blesse pas avant la Coupe du Monde, parce que dès qu'il a le ballon en main, il crée des déséquilibres dans les défenses, je sais pas comment il fait. Et je trouve aussi qu'il apporte davantage de garanties défensives qu'auparavant. En revanche, j'aurais aimé voir davantage Gaël Fickou, que j'ai trouvé un peu en deçà de son niveau, notamment par rapport au tournoi où il a fait un très très gros tournoi, Gaël Fickou. Peut-être reste une baisse de forme, ce que l'on peut comprendre, parce que ça fait quand même des années qu'il est au très haut niveau, Gaël Fickou. Et puis on peut pas être tout le temps au top au vu du rythme infernal des saisons professionnelles. Et j'espère le revoir plus en forme, plus en canne lors du tournoi, et bien évidemment lors de la Coupe du Monde. Après, tout ça ne reste que mon avis, t'en as peut-être un différent, donc si c'est le cas, dis-le moi en commentaire. Et puis n'hésite pas à me dire quels sont les joueurs que tu retiens de cette tournée, et pour quelles raisons. En tout cas, merci aux Bleus de continuer à nous faire rêver, on va pas vous lâcher. Croyez-moi, l'année 2023 s'annonce plus excitante que jamais, en plus on va sûrement attaquer la Coupe du Monde dans le statut de grand favori, ce qui nous était, je pense, jamais arrivé, en tout cas pas de manière aussi prégnante que maintenant, donc restons humbles tout en étant sûrs de nos forces, en tout cas moi je crois en eux. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un pouce bleu, à la partager et surtout à t'abonner, c'est hyper important, il y a beaucoup de gens, presque 1 personne sur 2, qui regardent la chaîne régulièrement mais qui n'est pas abonné, alors qu'en plus c'est 100% gratuit, donc il n'y a pas d'excuse. Et puis si tu veux aller plus loin, j'en parlais en début de vidéo, et ben tu peux tout simplement me soutenir financièrement si tu as les moyens, que ce soit en cliquant sur le bouton rejoindre ou en allant sur Utip pour des dons mensuels, et sinon si la vidéo te plaît et que tu as juste envie de donner un petit pourboire de temps en temps, bah tu peux cliquer sur le bouton merci pour faire un petit tip comme ça occasionnel. Donc merci à toutes les personnes qui me soutiennent déjà, ça fait vraiment chaud au cœur. Moi je vous dis à la prochaine, bye l'Ovalie.